Salut, c'est Chevalier Chaka. Il n'y a pas si longtemps, j'ai conclu l'aventure Évangélion, en regardant le dernier long métrage de la saga. Et histoire de lui dire adieu avec les égards qu'elle mérite, j'ai d'abord tout revisionné, pour apprécier le final comme il se devait. Car oui, je fais partie de ceux qui l'ont aimé. Et c'est alors que je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire la vidéo rétrospective que j'avais en tête, autour de la série qui m'accompagne depuis tant d'années. Puis finalement, comme un bon Shinji de 97, j'ai préféré fuir et parler d'autre chose. Enfin d'autres choses, pas tout à fait non plus. D'abord, si l'on devait résumer mon ressenti après le visionnage du 4ème rebuild, ce serait une sorte d'apaisement. Un peu comme son réalisateur, j'étais finalement prêt à dire adieu à Évangélion pour de bon. Et puis en fait, je pensais déjà l'avoir fait. Mais clairement, j'étais bien avec ces rebuilds. Le côté inachevé a quelque chose de confortable. Ce n'est jamais vraiment fini, et donc, ça existe éternellement. Du coup, je souhaitais voir ce dernier long métrage, comme il me faisait peur. Le rapport avec l'anime dont je vais vous parler ici ? Eh bien, c'est exactement ça. Mais d'abord, un retour en arrière s'impose. Kareshi Kanojo no Jijo, abrégé en Karekano et traduit en Entre elle et lui en français, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est un shoujo manga, écrit et dessiné par Masami Tsuda et publié entre 1995 et 2005. On y suit l'histoire de Yukino Miyazawa et Arima Soichiro, deux lycéens brillants, mais qui au départ cachent leur vraie personnalité afin d'apparaître comme des élèves modèles. Elle par pure vanité, lui pour enfouir un traumatisme d'enfance. Mais au contact de l'un l'autre, ils vont laisser tomber les masques, ce qui les forceront à en subir les conséquences. Parfois positives, parfois négatives. Et bien entendu, s'en suivra une histoire d'amour entre les deux protagonistes que l'on verra évoluer au fil des épisodes. Et je dois vous confesser qu'à l'époque, j'ai totalement ignoré cette série, pourtant réalisée par celui dont les travaux m'ont grandement façonné, moi et mes goûts. Parce qu'il s'agissait d'une adaptation d'un shoujo manga ? Eh bien, même si le contraste avec ses précédentes œuvres, plus ancrées dans la science-fiction, a peut-être inconsciemment joué sur l'idée que je m'en faisais, je n'étais pas pour autant hostile au manga pour filles. Déjà parce qu'à cette époque, la classification du lectorat par démographie était encore peu présente chez les éditeurs français, et qu'on pouvait lire du shoujo sans s'en rendre compte, voire même du shonen ai. Mais aussi parce que les comédies romantiques, j'aime bien ça. Donc si en plus c'est réalisé par le grand Hideaki Anno, pourquoi ne pas se laisser tenter ? Eh bien, à cause de son réalisateur, justement. Lorsqu'il s'attelle à Karekano en 1998, à peine un an s'est écoulé depuis la fin d'Evangélion au cinéma, ce qui est assez court, puisque la même année sortait aussi son premier film live, Love and Pop. Or, Anno étant réputé pour travailler beaucoup quand il veut oublier son anxiété, on s'imagine que cette ultra-productivité et ce choix d'adapter un manga de prime abord plus léger est une façon pour lui de mettre Evangélion derrière lui, de se débarrasser de cette expérience qui s'est terminée dans la douleur et de tourner la page. Sauf que moi, à cette époque, je n'avais pas envie de tourner la page. J'avais aimé les deux fins, et j'étais encore complètement dans cet univers. Du coup, voir son créateur passer à autre chose aussi rapidement n'était pas quelque chose que j'arrivais à concevoir. Et donc, j'ai décidé de snobber la série qui a suivi. Ce n'est qu'aujourd'hui, après avoir moi aussi décidé d'accepter de refermer le livre Évangélion, que j'ai enfin regardé Entre elle et lui. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai ? D'autant que si je lui avais donné sa chance à l'époque, j'aurais compris qu'il ne s'agissait nullement d'une échappatoire, mais bien au contraire, d'une vraie continuité. Qu'est-ce que j'entends par continuité ? Que si le cadre change du tout au tout, on retrouve ce que la réalisation précédente d'Anno avait révolutionné, le traitement psychologique des personnages à travers sa réalisation. Et soudain, le choix d'adapter ce manga semble une évidence, car il reprend l'une des thématiques favorites du réalisateur, mais qu'il n'avait jamais pu exploiter pleinement jusqu'alors, les relations hommes-femmes. Et choisir un manga écrit par une femme lui permet de traiter un point de vue qui jusqu'alors lui restait extérieur. On se retrouve donc avec ces séquences introspectives entrecoupées d'inserts textuels où les personnages se questionnent, se remettent en question, bref, se mettent mentalement à nu face au spectateur. Et si vous aimiez Évangélion pour cet aspect, Karekano fait tout aussi bien, voire surclasse son aîné. Oui, vous pouvez penser que c'est un avis un peu à chaud et que j'en rajoute exprès, mais remettons dans le contexte. Anno a toujours aimé mettre en scène des rapports conflictuels et complexes entre les deux sexes, mais jusqu'alors simplifiés par le fait qu'ils étaient toujours secondaires dans l'intrigue. Débarrassé des plaques de tôle et des costumes en latex, c'est la première fois que le monsieur va pouvoir se concentrer pleinement et uniquement sur ses personnages. Et pour un shoujo, le choix n'est pas anodin, car en seulement 26 épisodes, qui ne couvrent que les 7 premiers tomes du manga sur les 21 qui le composent, on traverse déjà plus que ce que font les rom-coms habituellement, du moins pour celles que je connaisse de l'époque. Alors que traditionnellement, la conclusion de la série attendue est la mise en couple du héros et de son love interest, ici l'affaire est entendue dès l'épisode 4. C'est donc plutôt l'évolution d'un premier amour entre deux personnes qui cherchent à se comprendre et qui apprennent à se redéfinir eux-mêmes dont il est question. Pas de triangle amoureux ou de quiproquo téléphoné, nos protagonistes vont traverser toutes les étapes d'une première relation. Et c'est ça qui est intéressant.
D'autant que même s'ils partagent un trait de caractère commun, qui est de cacher leur véritable personnalité, lorsqu'ils finissent par se dévoiler aux autres, ils n'évoluent pas de la même manière. Alors que Yukino va peu à peu se faire des amis sincères et se reconstruire positivement, c'est tout l'inverse pour Soichiro, qui penche très souvent vers la dépression, la remise en question et qui finit par s'isoler de plus en plus. Différence incarnée par cette fin symbolique, où les deux vont prendre conscience des mêmes choses, mais vont en tirer des conclusions totalement opposées. Bref, les personnages sont complexes, et l'on comprend mieux pourquoi Anno a jeté son dévolu sur cette série après Evangelion. Et il s'en donne à cœur joie. C'est pourtant de manière très partagée que je suis ressorti de l'expérience Karekano en tant que pièce d'animation. D'un côté, nous avons l'habitude des séries Gainax qui étaient souvent des marques de qualité en termes de production, hormis quelques épisodes un peu économes de temps à autre. Mais dans l'ensemble, on s'attend à s'en prendre plein la figure. Ici, pas du tout, ce qui de prime abord peut paraître un peu décevant. Ou pas, pour une rom-com. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai parfois la sensation que selon le genre de l'anime, la qualité technique varie de manière assez drastique. Alors certes, un Neketsu a naturellement besoin d'avoir ces moments waouh, plus que des élèves qui discutent dans un couloir d'école, mais même une œuvre plus intimiste peut pleinement profiter d'avoir une animation qualitative. Or, j'ai l'impression qu'il y a des genres qui sont considérés comme ne nécessitant pas d'être bien animés. Maintenant, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche sur le sujet pour confirmer cette impression. Tout ça pour dire que pour du Gainax, la série est assez chiche au niveau de l'animation, et ne profite que dans de très rares occasions de la patte du studio. Mais de l'autre côté du spectre, nous avons une série qui se rattrape dans sa mise en scène. Si l'animation n'est pas exceptionnelle, le montage, le cadrage, les changements de style sont par contre légion. Karekano expérimente et joue même de sa rigidité pour proposer une expérience assez surprenante. Entre les séquences en personnages de papier découpés ou les cases qui s'affichent presque comme un manga interactif. Et n'oublions pas la partition juste sublime de Shiro Sagisu, tant il livre ici des thèmes emblématiques, qui seront d'ailleurs repris dans un petit film anonyme par la suite. Par plusieurs fois, la série se réinvente et casse la monotonie qu'on pourrait craindre dans ce genre de série. Parce qu'il s'agit d'un anime de 98 et qu'à l'époque, 26 épisodes, c'était plutôt la norme. Et oui, le rythme paraît parfois un peu lent, surtout par rapport aux standards actuels. Sauf qu'à mon avis, il s'agit plutôt de la manière dont on construisait une série fleuve à l'époque, en se permettant de développer des personnages secondaires pendant plusieurs épisodes, et ainsi semer des graines qui ne fleuriront que dans les épisodes suivants. Ce qu'Evangelion faisait également d'ailleurs. Par exemple, nous aurons plusieurs épisodes concernant un personnage, pour lequel Yukino ne pourra que constater son incapacité à l'aider, et que celle-ci doit trouver la solution à son dilemme seule. Notre héroïne ne sera donc pas présente lors des épisodes qui suivront, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement de nos jours. Mais plus que le rythme, c'est un autre aspect qui pourrait faire tiquer le spectateur de la série aujourd'hui. Encore plus ici, vu que mon public semble grandement masculin. Il s'agit de l'adaptation d'un shoujo manga. C'est un aspect qui pourrait en rebuter certains, mais on ne peut pas passer ça sous silence. D'autant qu'il pose une question intéressante. Est-ce que Karekano est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas habitué au shoujo manga ? Alors pour les réfractaires, certes, on retrouve effectivement ce problème inhérent quant à la représentation de la jante masculine, très efféminée, donc pas du tout virile, et dont l'amitié entre mecs est sacrément fantasmée. Ce qui risque pas mal de vous changer si vous êtes rodé à des titres plus musclés. La bagarre ! Mais au bout du compte, il ne s'agit que du défaut inversé au shonen et leur personnage féminin pas plus réaliste. Et puis, il s'agit d'une adaptation faite par un homme. Pour avoir parcouru le manga original, on peut constater que si la série est plutôt fidèle au matériel original, elle se permet d'ajouter pas mal d'humour absurde dans sa mise en scène, qui permet peut-être de se faire plus en douceur au code du shoujo. Parce que oui, vous aurez vos personnages entourés de roses ou de bulles de savon, vous aurez ces héros masculins très sensibles qui sont très attentionnés avec la jante féminine, et ces visages gênés face à la moindre situation un peu romantique. Et si vous n'y êtes pas préparé, ça risque d'être déstabilisant. Sauf qu'en contrepartie, vous aurez des personnages féminins à la justesse d'écriture que vous ne trouverez pas facilement ailleurs. Sauf le personnage de Tsubasa, mais ça semble plus un sabotage qu'autre chose. Le véritable obstacle serait un code commun au shonen et au shoujo qui est un peu plus appuyé dans ce dernier, ce que j'appelle la rupture de ton. On a parlé de l'humour, mais vous avez sans doute déjà vécu ces moments dans les mangas ou animes où la tension est palpable et le personnage à vif, ou bien que le héros vient de faire une déclaration poignante, pour immédiatement être désamorcé par une blague pas forcément bienvenue. Eh bien dans Karekano et les shoujo que j'ai pu lire, cet effet est encore plus présent. Peut-être aussi parce que justement, la tension mise en place est souvent assez forte, et donc que la rupture de ton est proportionnelle. D'ailleurs, on retrouve ça pas mal dans les shonen neketsu écrits par des femmes.
Du coup, si c'est quelque chose qui vous perturbait à la base, Carré-Canot n'en est pas exempt. Néanmoins, comme dit précédemment, si vous aviez apprécié Evangelion, ou d'autres séries dans le même ton, pour ses séquences introspectives, que vous aimez les romances qui ne sont pas timorées et les personnages un peu torturés, vous aurez de quoi trouver votre bonheur. Disons juste que ça reste l'adaptation d'un shoujo manga, et si vous n'y êtes pas coutumier, vous aurez des surprises. Qu'elle soit faite par un homme en atténue certains aspects, mais ne les gomme pas totalement. Mais d'ailleurs, est-ce que Carré-Canot est une adaptation fidèle au manga ? Je l'ai brièvement évoqué avant, mais l'anime suit d'assez près le matériel original. Néanmoins, on constate qu'il s'agit effectivement d'une série d'Hideaki Anno, et qu'il apporte forcément sa patte. Il y a ses inserts textuels, dont on a déjà parlé, mais également le rapport avec l'urbanisme, une certaine fascination pour les feux tricolores et les câbles électriques, les bruits des travaux en fond, ou encore celui des cigales. Tout ceci a bien entendu un sens, sauf que ce n'était pas dans le manga, tout comme l'humour dont on a parlé, qui se fait bien plus présent. C'est forcément attendu quand un réalisateur aussi chevronné adapte l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais qui fait justement que cela ne correspond pas forcément à ce qu'on attend habituellement d'une adaptation anime, généralement plus proche du copier-coller. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'Anno fut un peu naïf sur ce coup-là en réalité, s'imaginant qu'adapter un manga lui permettrait d'avoir moins de pression. Sauf que la dessinatrice ne l'a pas entendu de cette oreille. Nous n'en avons que des témoignages assez vagues, mais il est de notoriété publique que Masami Tsuda n'était pas comblé par la retranscription proposée de son œuvre, rentrant dans un rapport de force avec son réalisateur et le studio. Or, si en tant que fan du travail du monsieur, j'aurais tendance à me ranger de son côté et dire qu'une adaptation doit pouvoir clamer le droit à sa liberté, on peut également comprendre que sa créatrice ait un droit de regard quant au sort qu'on réserve à son bébé. Bref, la conséquence est celle attendue quand deux visions fortement opposées s'affrontent. C'est la guerre. Aussi, à partir de l'épisode 16, Anno ne sera plus crédité seul comme réalisateur, et épaulé par Hiroshi Sato. Pour le remplacer ? Pour le canaliser ? Difficile de le savoir, mais il semblerait que la présence du papa d'Evangelion se faisait un peu plus rare, tandis que celle de Tsuda un peu plus régulière. Pourtant, le traitement ne semble pas fondamentalement différent d'avant, et certains épisodes transpirent même la patte du réalisateur. Sauf que tout cela semble avoir perturbé pas mal le planning de la série. Imaginez donc, sur 26 épisodes, 2,5 sont des récaps, ce qui est... beaucoup trop. Ce qui entraînera la conclusion de la série en enterrant tout espoir de suite, ce qui nous amène aux derniers épisodes. Vous trouvez la fin de la série Evangelion atypique, audacieuse ou fumiste ? Eh bien, soyez comblés. La fin de Carré-Canot est dans la même lignée, voire pire. Ou mieux du coup ? Je m'y perds. Le fait est que dès le départ, c'est assez complexe. Tout à l'heure, nous parlions de nos deux protagonistes qui vivent la même chose, mais qui n'en tirent pas les mêmes leçons. C'est la fin de la série. Pour Yukino et Soichiro. Car nous sommes à la moitié de l'épisode 24 et qu'à partir de ce moment-là, ils ne seront pas le centre d'attention du récit. D'une certaine manière, ça fonctionne, parce qu'on l'a aussi dit un peu avant, l'anime ne couvre pas toute la série, et je pense qu'à ce moment, tout le monde dans le staff savait qu'il n'y aurait pas de saison 2. Du coup, ce n'est pas un choix incohérent, surtout lorsqu'on sait que la majorité des séries adaptant des mangas et des LN aujourd'hui ne prennent plus la peine de faire une conclusion, même quand elles savent à l'avance que ce n'est que pour l'histoire d'une saison. En fait, nous sommes exactement dans le même schéma qu'Evangelion la série. Beaucoup de questions sur l'histoire restent en suspens, mais l'évolution psychologique des personnages arrive à une conclusion. Sauf qu'il reste 2 épisodes et demi, et qu'ils sont composés d'histoires autour de personnages secondaires. Et c'est ça qui est étrange. Loin d'être mauvais, il donne quand même un sentiment d'improvisation à cette fin, comme une prolongation alors que les jeux sont déjà faits. En particulier l'épisode 26 a la réalisation totalement folle, ou fumiste du coup, mais qui conclut donc Carré-Canot sur une histoire qui n'aura même pas son point final, elle, autour de 2 personnages secondaires. Pourquoi eux plutôt que les 2 principaux ? Eh bien... je laisse ça aux spécialistes de la série, et à ceux qui veulent l'analyser. Comme Evangelion donc, on ressort un peu déboussolé par ce final. Ni bon ni mauvais, clairement original, mais pas totalement satisfaisant. Faut-il s'en contenter ? S'extasier ? S'en plaindre ? En tout cas pour son réalisateur, c'est une autre histoire. Hideaki Anno avait choisi d'adapter ce manga pour des raisons évidentes, et si vous tentez l'expérience, vous verrez immédiatement de quoi je parle. 2 épisodes et vous saurez si vous en êtes ou pas. Mais ce qui devait être une façon d'exorciser Evangelion, d'en faire le deuil, s'est finalement transformé en cauchemar comme la plupart de ses productions jusqu'alors. L'ironie en serait presque drôle. Et c'est ça qui va l'éloigner de l'animation, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre le plein contrôle de son travail, en fondant son propre studio pour réaliser... vous savez quoi. Pourtant, souffrance créative rime parfois avec réussite artistique. Et Carré-Canot est une série fascinante, en tant qu'objet d'animation pour son époque, par rapport à son réalisateur, et en tant que série, tout simplement.
J'ai bien conscience qu'il est difficile d'inventer les mérites, alors qu'elle n'est pas toute jeune, techniquement datée dans sa production et ses codes, et qu'elle ne se conclut pas réellement. Quant au manga, qui fut publié en France, il est totalement introuvable également aujourd'hui. À moins que vous ne soyez très très riche. Sauf que j'ai vraiment été conquis par le voyage proposé. Pas à chaque épisode il est vrai, mais quelque chose dans ces images, ces mots, ces silences, me fascine encore aujourd'hui. Karekano fut une expérience que j'ai aimé vivre, du début jusqu'à la fin. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!